Monsieur Ochias, donc justement, j'ai dit que nous allons parler du silo. Le Salon international du livre océanien pour la première fois est à Nouméa, donc c'est une demande, je suppose, du public à Nouméa ou pas? Oui, c'est une demande, ça fait déjà 10 ans qu'on a commencé, on a commencé en 2003, hein, donc 11 ans le Salon du Livre, on l'a commencé dès le début sur Point-Dimier, c'est là-bas qu'il s'est implanté. Il y a eu une édition sur Yingen parce qu'il n'y avait plus d'infrastructures hôtelières à Point-Dimier, puis on est revenu à Point-Dimier, et on a eu depuis la première édition du public qui demandait à ce qu'il puisse y avoir quelque chose sur Nouméa, parce que c'est pas facile de se déplacer pour un week-end, parce que c'est pas facile de se loger aussi, parce que nous-mêmes, avec notre organisation, on arrive, on sature la capacité hôtelière, donc c'est vrai que c'est pas simple. Et donc voilà, après tout ce temps, on s'implante sur Nouméa, donc le silo aura lieu tous les ans, une année sur Nouméa, une année sur Point-Dimier. Et justement, avant de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière sur Nouméa, comment vous avez donc fait, est-ce que vous avez fait un bilan donc des salons qui se sont déroulés du côté de Point-Dimier? Ça marche bien en tout cas. Ça marche bien, je pense que le silo a acquis ses lettres de noblesse et puis sa personnalité. Hein. La recette qu'on a choisie dès le début, comme ça un petit peu j'allais dire au feeling, hein, c'était de se dire on va réunir les gens dans une atmosphère et dans un cadre quand même confortable et plutôt sympathique, hein, je veux dire en face de la mer, la plage, tout ça, voilà, ça fait partie du silo aussi. Et puis leur permettre de passer quelques jours ensemble avec le public, mais aussi entre auteurs, éditeurs, traducteurs, gens du livre de manière générale, bibliothécaires, puisqu'il y en a plein, et puis pour voir un petit peu ce que ça donnait. L'idée, c'était de faire un point de rencontre dans le Pacifique aussi entre anglophones et francophones, point qui n'existait pas vraiment pour l'instant. Alors les écrivains calédoniens, bon déjà... Pas seulement dans le pays, mais aussi au-delà du pays. Voilà, c'est ça. Donc dans le pays, il y a déjà une production éditoriale qui est importante, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'éditent, beaucoup de choses qui se publient, qui s'impriment. Donc là, il y en a pour tous les goûts, c'est clair, hein, du documentaire au roman, dans tous les styles à peu près. Donc je pense qu'il ne bénéficie pas encore d'une image assez favorable dans le pays. Il faut que les gens arrêtent de dévaloriser la production locale. Hein, c'est pas parce que c'est produit ici que c'est moins intéressant que ce qui se produit ailleurs. Au contraire, je veux dire, il suffit de lire pour s'en rendre compte. Et puis de là à sortir des barrières du récif, ben là c'est en train d'arriver. Hein, c'est juste en train d'arriver. Et il faut que ça continue parce qu'en fait l'essentiel c'est que les gens qui écrivent puissent, pour certains, pas pour tout le monde, hein, comme partout, essayer d'en vivre. Voilà. Ça peut être une solution. L'avantage d'éditer en France avec un gros éditeur, comme c'est le cas pour Frédéric Hollen, là, pour son roman Quintette, qui est une forme d'événement, parce que c'est sûr que éditer chez Gallimard, c'est bénéficier de toute la puissance de feu de Gallimard, hein, en termes de communication, de réseau, etc. Bien entendu, c'est très très avantageux. Par contre, il y a aussi la possibilité qui doit voir le jour, et qui est en train de voir le jour, je crois, d'éditeurs locaux ou régionaux qui ensuite vendent à l'extérieur et font des actions de promotion à l'extérieur. Ce qui m'amène aussi à parler de la bibliothèque Bernheim maintenant. La bibliothèque Bernheim, donc vous êtes le directeur de cette bibliothèque. Il y a des livres en anglais? Alors on a très peu de livres en anglais pour la simple raison qu'on aimerait avoir plus de crédits d'acquisition. Si on en avait, oui, on ferait un fonds en anglais. On en a un petit peu parce qu'on a acheté un peu pendant un moment, et puis on a des dons aussi de gens qui lisent en anglais, qui nous font des dons en anglais. Mais on a déjà assez peu d'argent pour entretenir le fonds en français, en langue française qu'on a. C'est difficile d'en plus rajouter un fonds en langue anglaise, mais c'est pas l'envie qui manque. Cette année, donc, on a vu par exemple que la bibliothèque reçoit la Fête de la musique, ouvre ses portes à plusieurs expositions, à des débats. C'est la politique de la bibliothèque. Oui, alors ça c'est une des particularités de Bernheim aussi. Maintenant les bibliothèques dans le monde ont toute une politique d'action culturelle. Celle de Bernheim est quand même assez forte, hein. Et bien sûr le point le plus important c'est le silo, hein, qui reste quand même une organisation qui est rarement... Ce type d'organisation est rarement confié à une bibliothèque, donc ça fait un petit peu figure d'exception qu'une bibliothèque organise un salon du livre, parce que c'est très très lourd. Par contre, on a aussi les expositions, les conférences, on accueille la fête de la musique, etc. Mais parce que ce qu'on veut, c'est que la bibliothèque ce soit un lieu de partage de culture,
ça c'est clair. On ne fait pas que du livre, on fait aussi, on prête des disques, on a vocation à montrer des œuvres d'art à nos usagers, aux autres, et puis que ce soit un lieu de vie dans Nouméa, et puis dans les communes sur lesquelles on est implanté, à Poindimié, à Koné. Donc il y a une grande relation entre la bibliothèque Bernheim et des bibliothèques dans le pays. Ah oui, bien sûr. Alors, bon, la médiathèque du Nord à Poindimié et la médiathèque Ouest à Koné font partie de Bernheim, donc sont gérés par Bernheim. Ce sont des projets qui ont été montés avec la province Nord, hein, qui a été très active dans le domaine de la lecture publique. On a un projet en gestation, là, en cours de finalisation à Koumak. Et sinon, ça c'est vraiment les projets qui sont gérés par Bernheim. Sinon, on travaille avec toutes les bibliothèques en Nouvelle-Calédonie. On parle de lecteurs et de livres pour les adultes. La place des enfants, donc au niveau de la bibliothèque Bernheim, est très présente, on va dire comme ça les choses. Oui, ben, je pense que dans les bibliothèques, il y a quand même une place importante qui est laissée à la jeunesse, même dans certaines bibliothèques plus qu'à Bernheim. Hein. Je pense à la bibliothèque de Rivière-Salée ou la médiathèque de Rivière-Salée, où là on a une spécialité jeunesse, j'allais dire. Nous, on pourrait encore faire plus, mais on voit aussi que le lectorat est à 50% jeune. Donc, faut pas aller dans l'autre sens. Souvent on dit oui, les bibliothèques c'est pour les enfants. Non, les bibliothèques c'est pas pour les enfants. Les bibliothèques c'est pour tout le monde. C'est aussi pour les enfants. Même si on peut mettre la priorité aux enfants, mais tout le monde est bienvenu de 7 à 70, enfin même pas, de 7 mois, de 7 jours, de 7 heures à 177 ans. On parle de cela, donc maintenant j'ai envie de vous poser la question sur la concurrence d'autres médias par rapport à des livres, à des documentaires plutôt visuels par rapport aux écrits. Comment ça se passe pour vous? Quelle est votre analyse aujourd'hui? Ben, je pense que on a commencé à parler de ça quand la télévision a vu le jour. Ensuite, on a commencé à s'inquiéter quand Internet est arrivé. Je pense qu'on est sur une société de l'image, ça personne le nie. Pourtant, le livre continue d'exister, continue d'être fort et continue d'être un médium majeur. Et je pense qu'on aura au final, de toute façon, une coexistence. Après, le livre peut devenir électronique. Le livre devient image, devient texte sur un écran, mais ça reste le livre. Après tout, le papier, c'était qu'un support. Avant d'avoir le papier, on a gravé sur du bois. Avant le bois, on a gravé sur des tablettes d'argile. On n'est pas très nostalgique des tablettes d'argile.